Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Comme je vous le dis souvent, d'ici la fin de la vidéo, vous n'irez plus très bien. Aujourd'hui, on couvre une affaire française, une affaire qui a fait énormément de bruit quand elle a été médiatisée, parce que tout simplement, on parlait d'une très jeune fille, et puis surtout, l'identité du meurtrier était totalement inattendue. Si vous ne connaissez pas l'histoire, asseyez-vous, regardez la vidéo. Peut-être que si vous connaissez l'histoire, vous apprendrez certaines choses quand même. En tout cas, on ne perd pas de temps, mettez-vous à l'aise, vous en aurez besoin. Sinon vous allez tomber à la renverse, posez-vous, asseyez-vous. Avant de commencer la vidéo, je tiens bien sûr à vous demander d'être très respectueux dans les commentaires. Pour moi ça va de soi, mais surtout quand ça concerne des personnes très jeunes comme ça, j'aimerais bien qu'il y ait une sorte de respect dans les commentaires, de bienveillance s'il vous plaît. Bref, on perd pas plus de temps, on commence la vidéo tout de suite. Let's go to the video. Dissection of Alors comme d'habitude, je vous place un petit peu le décor. On est à Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire. Et comment vous dire Chambon-sur-Lignon? C'est Chambon-sur-Lignon. C'est-à-dire que vous voyez un peu le nom de la ville, une petite ville vraiment perdue, un peu en campagne, il y a environ 2500 habitants, il n'y a pas grand chose à faire, c'est pas la grande métropole où tu peux aller t'amuser, faire la fête avec tes amis, il y a plein de lieux pour les jeunes, plein de choses culturelles ou quoi que ce soit, non. Chambon-sur-Lignon c'est vraiment une petite ville, et il se trouve que pas très loin, un peu en lisière de forêt, un peu retiré dans la campagne, il y a un collège, le collège Sévenol, qui était plutôt connu pendant un moment parce qu'en fait il avait une bonne réputation, c'était un peu un collège d'élite qui accueillait pas mal d'élèves de toute l'Europe, et du coup ce collège a sa petite réputation, mais en 2011, quand notre affaire se passe, le collège est un petit peu dans le mal. On va dire que financièrement ça va pas trop, ils sont un peu dans un gouffre financier, ce qui veut dire qu'ils sont assistés par l'État, et ce qui veut dire surtout qu'ils accueillent à peu près tout et n'importe quoi. Ils accueillent n'importe qui, ils font pas trop attention au comportement de l'élève, aux antécédents de l'élève, et tant que les parents sont disposés à payer, en fait, ils prennent tout le monde, tout simplement. Ça fait que dans ce collège, il y a pas mal d'élèves qui sont un peu problématiques, voilà, mais justement, le but du collège Sévenol, c'est d'avoir une certaine pédagogie, des classes avec très peu d'élèves, tout ça pour permettre en fait à ces élèves-là un peu en difficulté d'avancer, d'apprendre mieux, un peu de gérer leur comportement aussi, voilà. C'est un internat, hein, le collège Sévenol, et donc les élèves y sont toute l'année, ils dorment là, ils mangent là, ils vivent là. Donc il y a vraiment une petite communauté. Donc on est le 12 novembre 2011, c'est un mercredi, et ce jour-là, les élèves l'après-midi n'ont rien à faire. Ils ont cours le matin, l'après-midi, il n'y a pas grand-chose à faire, mais ceux qui ont l'autorisation pour sortir, une autorisation parentale, ont le droit d'aller se promener un petit peu en ville. Et il faut dire que tous les élèves ont l'autorisation parentale pour sortir, hein, étant donné que aller en ville, c'est un peu la seule chose qu'ils peuvent faire pour s'occuper un petit peu. Comme je vous l'ai dit, ils sont dans un internat, c'est un petit peu perdu. Voilà, il faut bien sortir, il faut bien un peu s'aérer la tête. Donc c'est un peu la tradition, à 12h30, à la fin du repas, les élèves sortent tous, ils vont traîner en ville, et après ils doivent rentrer pour 16h30 parce qu'à 16h30 il y a l'étude, donc c'est une période où ils peuvent en fait travailler, ils doivent être dans leur chambre à travailler tout simplement, voilà. Donc c'est ce qui se passe, tous les élèves vont se promener, tout le monde va faire son petit tour, tout le monde s'amuse, et à 16h30 comme d'habitude, tout le monde est rentré pour l'étude. Le truc c'est qu'en fait, tout le monde n'est pas vraiment rentré pour l'étude, parce que Agnès, qui a 13 ans, qui est une petite étudiante du collège Sévenol, n'est toujours pas rentrée. Elle est partie comme les autres, et à 17h, il n'y a toujours personne. Donc, bien sûr, on s'inquiète pas trop au début, parce que bon, peut-être qu'elle a eu un problème sur la route, peut-être qu'elle a rencontré une personne qu'elle est en train de discuter, peut-être qu'elle ne voit pas le temps passer, tout simplement. Mais une fois que la nuit tombe, avant le repas, là, ça commence à devenir problématique. On est en novembre en plus, donc la nuit tombe très vite, et dehors il fait froid, il y a une forêt à proximité, donc qui sait quel animal pourrait traîner par là, ou quel détraquer, donc ça devient quand même assez vite préoccupant. Et puis, l'établissement a la responsabilité des élèves, donc ils n'ont pas trop intérêt à perdre leurs élèves dans la nature, quoi. Donc là, ce qui se passe, c'est que l'établissement décide de prévenir la gendarmerie. Écoutez, on a une jeune fille qui est partie se promener, hein, l'après-midi, comme d'habitude, elle a toujours fait ça, il n'y a pas jamais eu de souci là, et elle n'est pas rentrée. Donc est-ce que vous pouvez
faire quelque chose? Est-ce que vous pouvez peut-être commencer à lancer des recherches parce qu'on ne sait pas où elle pourrait être? Ça fait un petit peu peur, quoi. Donc du coup, les gendarmes arrivent sur place, posent quelques petites questions, tout le monde est un peu confus, les élèves sont particulièrement perturbés. Donc du coup, les gendarmes arrivent au collège, ils ont des lampes torches et ils décident de lancer une petite recherche un peu informelle, hein, rien d'officiel, juste histoire de fouiller un peu les alentours, voir si Agnès n'est pas quelque part, voilà. Ils arrivent, ils disent, bon, est-ce qu'il y aurait des volontaires parmi les élèves, parmi les surveillants? Tout le monde se dévoue vraiment, tout le monde veut chercher Agnès et tout le monde va le faire. Ils vont tourner dans la forêt aux alentours, ils vont tourner dans la campagne aux alentours, ils vont aller jusqu'en ville, un peu questionner les habitants pour peut-être avoir des indices, hein, mais ça ne donne rien. Voilà, ils cherchent, ils fouillent, ça ne donne rien. À minuit, toujours rien, Agnès est nulle part, et là, ça devient vraiment inquiétant. Les gendarmes décident de continuer les recherches, et ils vont conseiller du coup au personnel de l'école, aux élèves d'aller un peu se reposer, parce qu'ils sont vraiment angoissés, et puis ils se posent pas mal de questions. Et du coup, tout le monde rentre dans les dortoirs, pendant que les gendarmes, eux, continuent les fouilles, et vous imaginez bien que cette nuit-là, ils ne dorment absolument pas, ils sont en train de cogiter, ils sont en train de se poser des tas de questions, et ils ont plein de petits scénarios en tête parce que ça parlote un petit peu dans les couloirs du collège, et beaucoup de gens pensent que Agnès avait un petit copain qui était de Paris, parce que Agnès, elle, était justement parisienne. Alors qui était Agnès? Agnès était une jeune fille assez rebelle, hein, comme on l'est beaucoup à 13 ans. C'était une jeune fille assez rebelle et qui défiait un peu souvent l'autorité. Elle venait de Paris, elle était normalement de base scolarisée au lycée Charlemagne à Paris. Le problème, c'est que ça se passait pas très bien parce qu'elle répondait aux profs, elle était assez insolente et par exemple, elle fumait dans la cour du lycée alors que c'était interdit. Voilà. Donc, elle a à un moment dépassé les bornes, le collège a décidé de la virer et ses parents étaient un petit peu dans l'impasse. Ils savaient pas trop quoi faire parce que son comportement à l'école, c'était pas top, ses notes non plus. Donc du coup, comme beaucoup de parents le font, ses parents ont décidé de l'envoyer dans un internat où elle serait un petit peu plus assistée, où elle pourrait vraiment commencer à travailler et vraiment commencer à se construire un avenir et arrêter un petit peu les bêtises, quoi. Et elle avait vraiment cette envie-là, hein, d'après son papa, de reprendre tout à zéro, hein, de se remettre vraiment à bosser à l'école, c'était son souhait. Malheureusement, même après son arrivée au Cévenol, Agnès avait un comportement toujours plutôt moyen, hein, et au niveau des notes, c'était toujours pas ça. Du coup, comme vous l'imaginez, hein, les parents d'Agnès sont prévenus très vite parce que les recherches de la nuit n'ont absolument rien donné, on n'a toujours pas retrouvé Agnès. Donc c'est vraiment très inquiétant. Ses parents sont prévenus, ils arrivent aussi très vite sur place, et c'est le chaos, on va dire que c'est le chaos. Les élèves sont très angoissés, ils devraient avoir cours mais ils n'ont pas la tête à aller en cours et les enseignants non plus n'ont pas vraiment la tête à enseigner, à les faire travailler. Donc du coup, tout le monde est là, un peu dans un état figé, voilà, tout le monde se pose des questions et les réponses ne viennent pas. Les gendarmes ont eu un petit peu de renfort, ils ont un hélicoptère pour survoler la zone, au cas où il y aurait un corps à trouver ou même une personne perdue. En hauteur, c'est toujours plus simple, hein, qu'à terre. Donc du coup, ça c'est une petite avancée. Et aussi, certains élèves vont un petit peu aller donner des pistes aux gendarmes. En fait, ils sont tellement angoissés, ils se disent que peut-être que si je dis ça, ça aidera. Donc toutes les choses qui leur viennent en tête, ils vont les confier aux gendarmes. Certains disent par exemple qu'Agnès voulait chercher des champignons hallucinogènes dans la forêt, et d'autres disent que effectivement elle est aussi partie dans la forêt et qu'elle était avec un garçon. D'autres évoquent aussi cette hypothèse-là d'un petit copain parisien. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui sortent, mais on n'a pas vraiment la réponse à ce stade. C'est encore trop tôt. Pendant tout ce temps, il faut savoir que les gendarmes croyaient qu'entre 12h30 et 14h30, Agnès était avec une amie à elle, Estelle, qui elle vivait à Chambon-sur-Lignon, qui n'était pas à l'internat. La jeune fille avait été contactée et elle avait dit qu'elle avait bien passé l'après-midi avec Agnès et qu'elle s'était séparée un peu avant 16h30 pour qu'Agnès puisse rentrer à l'internat. Donc dans leur tête, les enquêteurs avaient aussi cette petite thèse-là, et pour eux en fait, ils cherchaient pas ce qui s'était passé dans l'après-midi, mais ce qui s'était passé après 16h30 en fait. Et dans leur tête, ils se sont quand même dit, mais on est en train de nous dire qu'Agnès est partie dans la forêt avec un garçon, chercher des champignons hallucinogènes, mais pourquoi personne ne nous dit qu'elle était avec Estelle en fait? Pourquoi personne ne le sait? Comment ça se fait? Il y a une grosse incohérence à ce niveau-là. Et il faut savoir que la petite Estelle, à ce moment-là aussi, se pose énormément de questions. Parce qu'Estelle, elle a menti en fait, elle n'était pas du tout avec Agnès.
Agnès l'a contacté pour lui dire « Écoute, si on me cherche, tu dis que j'étais avec toi. » Et quand Estelle lui a demandé « Pourquoi tu veux que je fasse ça ?» Agnès lui a répondu « Je sais pas, au cas où. » Donc là, du coup, tout change. Entre 12h30 et 16h30, on ne sait pas ce qui s'est passé, en fait. On ne sait pas à quel moment Agnès a pu disparaître. Et puis surtout, où elle aurait pu aller, en fait. On sait qu'elle était un petit peu rebelle. Et si elle avait fugué, où elle serait allée? Il n'y a pas de gare à Chambon-sur-Lignon. Il n'y a pas de bus qui passe. Agnès ne pouvait pas conduire. Est-ce qu'elle connaissait quelqu'un? Est-ce que c'est vraiment ce petit ami-là de Paris qui serait venu la chercher? Personne ne sait. Mais les gendarmes apprennent quelque chose d'assez intéressant. Au moment où tout le monde rentrait à l'internat pour pouvoir aller à l'étude, un élève est rentré avec des griffures sur le visage. Et d'après lui, il s'est fait ça en tombant. Le garçon en question s'appelle Mathieu, il a 17 ans. Et les gendarmes décident de l'interroger un peu parce que pour eux, ça sent un petit peu mauvais tout ça. Ils vont l'interroger dans un lieu pas trop formel, dans l'internat. Et quand ils le trouvent, il est en train de jouer avec un yo-yo. Voilà. Et quand il lui pose les questions, il continue à jouer avec son yo-yo. Et il a vraiment l'air très très détaché de tout ça. Vraiment comme s'il s'en foutait, comme si ça ne l'intéressait absolument pas. On lui a posé plusieurs questions sur ce qu'il avait fait notamment, et sur la manière dont il s'était fait ses griffures sur son visage. Et d'après lui, d'après Mathieu, il était allé fumer un joint dehors, et c'était pas vraiment ça parce que ça fait longtemps qu'il n'avait pas fumé, du coup il a fait un petit bad trip, et en fait il aurait tout simplement glissé, il serait tombé à la renverse, et il se serait fait cette griffure comme ça. En même temps, il dit aussi qu'il a vu Agnès cet après-midi-là, qu'ils se sont retrouvés un peu dans le centre-ville, et qu'elle attendait un ami qui apparemment venait de Paris. Le garçon, Mathieu, n'avait absolument pas de casier judiciaire, rien du tout, et du coup, les gendarmes étaient un petit peu dans le flou à ce niveau-là. Ils avaient un gamin qui était vraiment très étrange, qui était très détaché de tout ça, qui avait des griffures sur le visage et son explication tenait pas trop. Donc, pas mal de questions, quoi. Et puis en même temps, ils se disaient, il a 17 ans, 17 ans c'est très jeune, est-ce qu'on le garde comme suspect? Voilà. Donc Mathieu est entré dans l'histoire ainsi. Les gendarmes ont quand même décidé de perquisitionner la chambre de Mathieu et ils ont trouvé un jean taché de sang. Après, il y a eu une petite entrevue où Mathieu a dit que ce n'était pas du sang, pas du tout sur le jean, c'était simplement de la boue parce qu'il avait glissé. Et puis après, effectivement, il y avait peut-être des traces de sang, mais c'était son propre sang à lui parce que justement, il avait glissé. Néanmoins, les enquêteurs décident de le mettre en garde à vue et du coup, il est dans une cellule, il a bien le temps de se poser des questions et de paniquer et de réfléchir à tout. Et le lendemain, il donne une nouvelle version encore, ce qui est bizarre. Déjà, un changement de version, c'est jamais normal. Si tu n'as rien à te reprocher, tu sais ce que tu as fait, tu le dis. Là, sa version change. Donc à ce moment-là, il dit « Bon, écoutez, j'ai bien vu Agnès, on s'est retrouvés, on a passé l'après-midi ensemble, on est allé un peu se promener dans la forêt. Dans la forêt, on a fumé un peu des substances illicites et on s'est disputé parce que Agnès pensait que je lui avais volé de la drogue. Et du coup, après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a cherché des champignons hallucinogènes. D'ailleurs, on en a trouvé, on en a mangé un morceau chacun. Et moi, ça m'a tellement perturbée que j'ai vomi et puis voilà, je me suis écroulée au sol. J'ai perdu conscience et quand je me suis réveillée, Agnès n'était plus là. Donc ça, c'était la deuxième version qu'il a donnée, qui était déjà un petit peu bizarre, encore plus bizarre que la première. Là, les gendarmes lui demandent « Mais pourquoi tu n'as pas dit ça plus tôt? Ça aurait été plus simple pour tout le monde. » Et il répond « Je ne sais pas. » Très vite, parce que ça va très vite dans ce genre d'affaires de cette ampleur, il y a eu des analyses de sang de fait, et du coup, le sang de Mathieu a été analysé, et les résultats sont aussi très vite tombés. Les résultats montraient que il n'y avait absolument aucune trace de drogue, de cannabis ou de champignons hallucinogènes dans le système de Mathieu. Ce qui voulait dire que depuis le début, il mentait. Et là, encore une fois, son histoire ne tient pas la route, donc il décide de changer de version. Là, il dit, bon, effectivement, on s'est disputé avec Agnès, et en fait, je l'ai poussée dans le ravin. Voilà. Et son avocate à côté de lui, à mon avis, elle était exaspérée un petit peu, et elle s'est dit, il se met dans un caca, pas possible, parce qu'il change toujours de version, c'est pas possible. Donc elle a demandé à lui parler seule à seule, et seule à seule, elle lui a dit, écoute Mathieu, si tu as fait quoi que ce soit à Agnès, il faut que tu leur dises, il faut que tu dises où se trouve le corps. C'est pas commun, normalement un avocat doit défendre les intérêts de son client, mais là vraiment, on sent que le plus important était de retrouver cette jeune fille. Donc comme vous vous en doutez,
Mathieu était bien le coupable et il a indiqué aux gendarmes où se trouvait le corps de Agnès. Lui, il est reparti en garde à vue et les gendarmes, eux, sont partis directement fouiller les alentours, les environs. Ils n'avaient pas de localisation précise parce que dans la forêt, il n'y a pas d'adresse, il n'y a rien du tout. Mais ils ont fouillé une bonne heure le secteur et effectivement, ils ont retrouvé le corps d'Agnès, de la jeune Agnès, 13 ans, dans une position vraiment déplorable. Hein. Elle était nue, elle était face contre terre, à genoux, et elle était aussi ligotée. Là, Mathieu peut absolument plus mentir. Et les journalistes qui sont vraiment pas très loin en fait du collège, aussi du coup les parents d'Agnès sont prévenus histoire de pas entendre, de pas apprendre la mort de leur fille dans les journaux. Et en même temps, Mathieu lui il avoue tout, il explique qu'il est bien sorti avec Agnès, qui se sont promenés, qu'il y a eu effectivement une dispute qui l'a fait péter un plomb en fait. Une dispute qui devait être une dispute de gamin. Enfin, sur quoi on peut se disputer à 17 et 13 ans? Vraiment une dispute de gamin, mais ça l'a fait vriller. Ce qui en dit beaucoup, ce qui en dit long sur sa personnalité, sur peut-être ses troubles qu'il aurait pu avoir. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il l'a frappée, déjà, violemment. Hein. Il a poussé, elle est tombée au sol, il l'a noué ses mains, il a attaché ses mains avec son yo-yo, justement, avec lequel il jouait, ce qui est juste hyper malsain. Et il a violé la jeune Agnès, et ensuite, il l'a tuée à coups de poing, avant de mettre feu au corps. Et là, on se dit, t'as 17 ans, quoi, 17 ans. Il n'y a pas d'âge pour être malade, il n'y a pas d'âge pour être perturbé, mais c'est toujours troublant de se dire à 17 ans, mais comment on peut faire ça? Là, c'est la panique, la pagaille, tout le monde sait qu'Agnès maintenant est décédée, et Mathieu, lui, il est dans un état pas possible. Il se lamente, il pleure, et surtout quand son père arrive, il est en mode vraiment désespéré. Il lui dit, écoute, j'ai plus d'espoir, abandonne-moi, laisse-moi, je fais n'importe quoi. Bref, vraiment, il se place un peu en position de victime à ce moment-là. Et on a l'impression qu'en fait, il a agi par pulsion. On a l'impression qu'il a une sorte de problème psychologique, une sorte de trouble qui l'a fait agir ainsi. Hein. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le père de Mathieu n'est pas si surpris. Il n'est pas tellement surpris parce que son fils est en fait un récidiviste. Mathieu, quand il avait 15 ans, a déjà agressé une de ses camarades de classe. Il l'a violée. Ça s'est passé en 2010. En 2010, Mathieu sort un après-midi, il dit à ses parents qu'il doit avoir une amie. Apparemment, il devait 10 € à cette camarade de classe, Julie, et il a décidé du coup de les lui rendre ce jour-là. Julie ne s'est pas trop méfiée, et ils se sont rencontrés. Et finalement, ça a tourné un peu au cauchemar pour cette jeune fille. Il l'a tirée dans les fourrés, il l'a attachée à un arbre avec des lacets, ce qui veut dire que c'était prémédité, hein, parce que on peut pas parler d'impulsivité à ce niveau-là, c'était prémédité. Et il l'a violée, tout simplement. Et il a été condamné à 4 mois de détention provisoire. Mais entre-temps, en attendant son procès, ses parents voulaient absolument qu'il soit libéré, qu'il soit libre. Ils ont cherché un nouveau lycée pour ce jeune garçon. Dans le Gard où ils habitaient, ils n'en ont pas trouvé. Et finalement, Mathieu a été accepté au Cévenol. Et c'est là qu'il est allé. Le Cévenol est un internat mixte, donc il y a des filles aussi, donc c'est assez irresponsable, hein, vous me direz. Et en plus, ce qui est le plus irresponsable, c'est que le directeur est au courant de la situation. Le directeur savait que Mathieu était allé en prison, qu'il avait fait des bêtises, quoi, voilà. Mais apparemment, il ne savait pas pourquoi. Et il n'a pas cru bon de se poser la question. Et quand on lui a demandé, il a dit simplement qu'il ne voulait pas que le passé des élèves impacte leur futur ou leur volonté en fait d'apprentissage. Ce qui peut être vrai, oui, mais quand tu as des enfants, tu as des vies à protéger dans ce collège, lycée, et tu dois faire en sorte de ne pas laisser rentrer n'importe qui. Mais c'est là aussi que c'est un petit peu scandaleux parce qu'on peut se dire, bon, peut-être qu'ils avaient tellement besoin d'argent, ils se sont dit, bon, peu importe, on va prendre un ancien détenu, c'est pas grave, tant que la famille paye pour son éducation, pour son année au Cévenol, c'est pas grave. Mathieu a fait sa rentrée au Cévenol. La seule contrainte qu'il avait, c'était d'aller voir un thérapeute. Et je ne pense vraiment pas qu'il soit allé voir un thérapeute, soyons honnêtes, hein, vu ce qui s'est passé après. Mathieu a donc été mis en examen pour viol et assassinat. Il a été condamné à la perpétuité en 2013. Il a fait appel. Je me demande pourquoi les gens font appel quand ils sont coupables. Mais bon, je suppose que personne ne veut rester en prison, hein, c'est pas la meilleure vie. Mais il a fait appel et son appel a été rejeté. Donc la décision a été confirmée, la perpétuité, en 2014. Ce qui est bien dans cette affaire, c'est que la personne
qui a commis le crime a payé, on va dire. Même si elle était mineure au moment des faits, vraiment, le juge a pris en compte l'horreur, la cruauté dans le crime et l'a jugé vraiment de manière très très droite, de manière très très sévère. C'est triste aussi parce que du coup, Agnès avait, j'ai l'impression, c'est un peu cette envie là de s'en sortir, mais elle était un petit peu dans la jeunesse, elle avait 13 ans, donc elle voulait un petit peu s'amuser, et le fait qu'elle ne pourra pas du coup connaître un petit peu tout ce que nous on connaît, l'amour, passer un peu cette étape de la crise d'adolescence et grandir, c'est vraiment vraiment très triste. Voilà les gars, cette vidéo est terminée. Je parlerai beaucoup plus d'affaires françaises maintenant, je trouve que c'est important, et puis surtout d'affaires qui parlent de personnes racisées. J'en ferai beaucoup plus à l'avenir, j'en ai parlé sur Twitter. Mais j'espère que cette vidéo vous aura appris certaines petites choses. Et puis je pense qu'il y a toujours une morale à toutes ces affaires. C'est faire attention à qui on fréquente, hein, surtout quand on est jeune. Les mauvaises influences, ça peut très vite nous mettre dans des situations compliquées, donc faites très attention à vous. En tout cas les gars, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux si vous le souhaitez, tout est dans la barre d'infos, Instagram, Twitter, etc. En tout cas je vous fais des gros bisous les gars et je vous dis à très bientôt.